Très souvent, on essaie de gérer nos finances dans une direction et on essaie de gérer notre vie dans une autre direction. Il est important de comprendre que pour parler d'argent, il faut qu'on soit capable de dire notre vie, voici là où va notre vie, voici notre plan de vie, voici la façon dont nous gérons notre argent. Les deux doivent marcher côte à côte. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux sur la chaîne Sérénité Financière 365. Nous sommes rendus à l'épisode 12 et le thème de l'épisode d'aujourd'hui porte sur comment établir une communication financière saine et harmonieuse dans votre couple. Alors, c'est vrai qu'on parle de communication financière en couple, c'est un sujet sensible, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet? Pourquoi j'ai choisi de parler d'argent, n'est-ce pas? Mais d'argent cette fois-ci en couple. D'ailleurs, je pense que l'inspiration m'est venue récemment. Le mois passé, j'étais dans une banque. On avait des séries de formations dans une importante banque de la place en Côte d'Ivoire et j'avais à former des cadres de cette banque-là à l'éducation financière. Je me suis rendu compte que le sujet qui souvent m'est revenu à plusieurs fois avec les autres clients était encore plus d'actualité, même dans la tranche des entrepreneurs, des intrapreneurs en milieu de carrière. Alors, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui était assez sensible et qui faisait naître chez ces personnes-là beaucoup d'émotions. On s'est dit, OK, on l'a souvent vu avec des personnes un peu plus âgées, on l'a vu avec des personnes moins âgées, mais là, on a une tranche intermédiaire et le sujet reste d'actualité. Ça veut dire que c'est un sujet suffisamment sensible et il faut qu'on en parle. Vous savez, le mariage, on est engagé, l'homme et la femme, on n'est pas engagé pour un week-end, on n'est pas engagé pour une année, on est engagé pour toute une vie. Quand on est engagé pour toute une vie, et on se rend bien compte, comme on le dit souvent, que si on est partenaire pour la vie, c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Et si on peut éviter le pire, il vaut mieux le faire. Alors, les économistes aiment bien dire ceci. Vous savez, en économie, quand l'ensemble des acteurs d'un système, l'ensemble des agents économiques anticipent un phénomène, il arrive. De manière pratique, comment ça se passe? Si tout le monde anticipe sur le fait que le prix du riz va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? On va constituer des stocks de riz, un peu plus que la consommation habituelle. Donc, le marchand d'à côté, qui se retrouvait en train de vendre 5 ou 10 sacs à la journée, va se retrouver en train de vendre 50 sacs à la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va augmenter les prix. De la même façon, si dans le couple, nous entrons dans une relation et au moment de parler d'argent, on anticipe que l'autre va nous faire des coups bas, on va aussi se comporter de cette façon-là. Et à la fin, on aura tous les deux raison parce qu'on va se rendre compte que oui, j'ai anticipé que mon épouse allait faire des choses à mon dos, j'ai anticipé que mon mari allait faire des choses à mon dos et il a fait. Parfois, au départ, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est important qu'on commence à aller visiter les causes de ces différents conflits ou alors de la déficience de la communication dans le couple en matière d'argent. Maintenant, quelles sont les conséquences? C'est vrai que c'est un élément important, n'est-ce pas? Quelles sont les conséquences d'une communication négative, en fait, sur la stabilité du couple? La première chose qu'il faut savoir, c'est que les problèmes d'argent ou les disputes nées des problèmes d'argent constituent une des causes les plus importantes. Dans beaucoup de pays, c'est la première cause de divorce. Vous savez, ce n'est pas un sujet qui est assez léger, c'est un sujet très, très important. La première cause de divorce demande qu'on prenne du temps pour s'intéresser et discuter. Deuxièmement, même quand on n'arrive pas au divorce, on vit comment? On vit sous tension permanente. C'est les discussions le matin, les discussions le soir. C'est tout le temps en train d'être de mauvaise humeur parce qu'on anticipe ou bien qu'on réagit à ce que le conjoint a fait en face. Et troisièmement, si vous êtes une famille avec des enfants, ça ne manquera pas. Le père et la mère tout le temps en train de se disputer, peut-être parce que c'est partie des problèmes d'argent, ça va impacter les enfants. Les enfants grandissent en sachant qu'il est naturel de se disputer. Et demain, ils vont aller reproduire eux aussi cela dans leur couple. Donc, il y a l'impact sur les enfants, mais il y a l'impact aussi sur la famille proche parce qu'on n'est pas isolé. Quand vous êtes monsieur et madame, vous n'êtes pas isolé. Il y a des personnes qui vont être proches de vous, vous ne serez pas contente, vous allez le dire à votre sœur, le mari ne sera pas content, il va le dire à un ami ou à un frère. Donc ça va aller au-delà de vous et d'éteindre en fait dans les relations familiales au sens large. Donc, et malheureusement pour beaucoup de personnes, tout le monde n'a pas le même niveau de santé. Certaines personnes sont assez fragiles quand elles parlent avec énergie d'un problème qui les a énervés, même si c'est parti d'un problème d'argent. À la fin, on voit parfois arriver des hypertensions qui, si on y prend garde, vont peut-être avoir des complications beaucoup plus tard. Donc, c'est un sujet important. Les conséquences négatives sont importantes et c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on prenne le temps d'en parler.
Alors, comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau-là? Parce que là, maintenant, on parle de comment établir une communication financière saine et harmonieuse. Par défaut, la communication financière dans le couple n'est pas saine et harmonieuse. Pourquoi? Il y a de nombreuses barrières à cette communication-là, à avoir une communication efficace au sein des couples. À l'origine, ça part d'où? Vous savez, on a deux personnes, le mari et la femme, qui ont grandi chacun dans un contexte familial différent, dans un environnement différent, qui a été influencé par des éléments différents. On sait très bien que nous sommes là le fruit de trois facteurs dans la façon de nous comporter. Il y a d'abord ce que nous avons pu hériter de nos parents, mais il y a également l'environnement dans lequel nous avons grandi, et en plus, il y a des modèles. Donc, on a ces trois facteurs qui nous influencent différemment, les deux parties qui font le couple, ce qui veut dire qu'on ramène tous ces éléments dans le couple. Donc, on a un schéma de pensée qui n'est pas forcément celui de notre conjoint, n'est-ce pas? Donc, à l'origine, il y a d'abord cette différence de mentalité en matière d'argent. Peut-être que le contexte familial du mari ou de la femme l'a amené à vivre dans beaucoup de manques, donc, et à développer au fil du temps une mentalité de pénurie. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un peu, il faut tellement préserver qu'il ne faut même pas aller chercher d'autres. Peut-être que le mari aussi a grandi dans un contexte d'abondance où tout ce qu'il y avait, on pouvait le partager et ne pas forcément se préoccuper de demain parce que demain devait trouver sa solution à elle toute seule. Donc, on peut avoir cette différence-là entre les deux. Et c'est important de savoir, moi, quel est mon état d'esprit? Quelle est la mentalité dominante chez moi en matière d'argent? Et je dois le savoir pour pouvoir mieux regarder ce que mon conjoint a en face. Deuxièmement, il y a les croyances limitantes. Vous savez, on est programmé au fur et à mesure qu'on grandit. On est programmé par l'environnement, par la famille, par les personnes qu'on côtoie. Il y a des personnes qui pensent que l'argent est tellement rare qu'il est limité et qu'on ne pourra jamais dépasser un certain seuil. Donc, peut-être qu'à des moments, quand le mari essaiera de pousser un peu plus loin, la femme va résister. Ou bien quand la femme essaiera de pousser loin parce que c'est dans cet environnement qu'elle a grandi, elle a eu peut-être des parents entrepreneurs, elle a eu des parents qui étaient des personnes qui n'abandonnaient pas. Ça va peut-être un peu bousculer l'autre qui, lui, est parti d'un environnement peut-être modeste, mais en même temps a cultivé des croyances limitantes qui l'amènent à penser qu'on ne peut pas faire mieux que le passé, on ne peut pas faire mieux que ce qu'a fait notre famille. Dans ma famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été milliardaire, il n'y a jamais eu quelqu'un de vraiment riche, donc c'est difficile de le faire. Et j'essaie de projeter ça sur mon conjoint, ce qui n'est peut-être pas forcément vrai. Et malheureusement, ces croyances limitantes-là, il n'y a pas eu une vraie éducation financière pour nous aider à comprendre, à déconstruire, pour pouvoir reconstruire les croyances que nous avons héritées de l'enfance, héritées de nos parents et de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Donc c'est important de comprendre. Ça justifie en bonne partie ce qu'on peut avoir comme écart au début. Maintenant, sur le chemin, il y a des facteurs aggravants. Vous savez, il y a des personnes dans le couple, parmi les deux conjoints, il y a une personne qui va être peut-être un peu plus sensible à la peur. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un facteur extérieur, la peur très très ancrée chez cette personne va augmenter la perception du danger et faire en sorte qu'on passe en mode panique. Et quand on passe en mode panique, l'autre se sent un tout petit peu bousculé. Le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, se sent un peu bousculé parce que c'est comme si tout de suite on va s'effondrer bientôt, alors que peut-être ce n'est pas le cas. Donc, deuxièmement, il y a le côté méfiance. Il y a beaucoup de personnes qui, et je vois ça de plus en plus avec les femmes, mes clientes qui sont des femmes, quand on échange, elles ont l'impression par défaut de développer une certaine méfiance vis-à-vis de leur mari. Pourquoi ? Oui, peut-être qu'il a une maîtresse dans mon dos, peut-être qu'une partie de l'argent de la maison n'arrive pas à la maison parce qu'en fait, il entretient des maîtresses à l'extérieur. Donc, il y a cette méfiance qui peut être fondée ou pas, mais qui va venir aggraver le déficit de communication en matière d'argent qu'il y a déjà. Et troisième facteur aggravant, il y a aussi le fait qu'on peut avoir des divergences de valeurs. Pour le mari, par exemple, il faut se battre parce qu'il sort d'un contexte peut-être de pauvreté où il n'y avait pas assez et il a envie de prendre tous les raccourcis pour pouvoir avoir, y compris spolier d'autres personnes. Et parfois, la femme ne va pas être forcément du même avis. Elle va se dire non, j'ai des valeurs un peu plus chrétiennes, peut-être qu'il faut faire les choses selon les règles de l'art. Et ces valeurs-là, on va dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu me stresses tous les jours pour l'argent et je te dis qu'on peut avoir l'argent de cette façon et tu n'es pas d'accord. Donc, il y a aussi un problème de valeur. Avoir l'argent, oui, mais qu'est-ce qui vient avec? Quel est le prix à payer? Quel est le chemin à prendre pour pouvoir le faire? Est-ce que c'est un chemin qui permet de rester dans une ligne qui convient aux valeurs de l'homme et de la femme? Donc, quand il n'y a pas cela, ça contribue également à briser en fait
le climat de sérénité qu'il y a et la communication ne peut pas être tout à fait sereine. Alors, si on traverse cela et qu'on regarde les bénéfices de l'autre côté, si on te dit, OK, maintenant on va regarder les bénéfices d'une communication financière ouverte et transparente. Si on se dit, OK, quand on ne communique pas bien, on a vu toutes les conséquences. Maintenant, si on choisissait de se projeter demain, de corriger toutes les insuffisances qu'il y a et d'aller vers une communication financière ouverte et transparente, c'est quoi les bénéfices? Eh bien, je pense que la première chose, c'est que, vous savez, une relation de couple, c'est d'abord une relation de confiance. Ça veut dire que quand on n'a pas confiance en matière d'argent, on n'aura pas confiance aussi en matière d'autres domaines, en matière sentimentale, en matière de vérité, en matière de tout ce qu'il va me dire, le conjoint. Je prendrai avec des pincettes. Donc, quand on est transparent, on essaie d'être transparent. Même peut-être pas à 100%, mais quand on donne le maximum pour être transparent, on bâtit graduellement une certaine confiance. La confiance s'installe dans le couple. Et deuxième chose, l'avantage, c'est qu'on arrive à être compris. Vous savez, en tant qu'être humain, on peut faire face à des difficultés. Elles peuvent davantage affecter une personne que l'autre. Elles peuvent être plus de son côté, du côté de sa famille, au départ, biologique, et il ressent un peu plus que d'autres. Il peut être sujet, je ne sais pas moi, en fonction de la pression au niveau du travail, à un état d'esprit qui ne lui permet pas d'être tout à fait serein. Quand on a la confiance à la base, on essaie d'être plus compréhensif. C'est-à-dire qu'on va voir le mari et on va se dire, comme je lui fais confiance, ou la femme, vice-versa, comme je lui fais confiance, je vais, même si je note quelque chose qui n'est pas correct, je la vois dans un mauvais état, de mauvaise humeur, je vais essayer d'être compréhensif. Beaucoup plus que si j'étais déjà avec un a priori sur le niveau de confiance. Et troisièmement, quand j'essaie de le comprendre, je suis aussi engagé. Je considère que nous avons une relation de couple, je considère que nous avons une vie à construire, et je sens qu'il fait beaucoup ou elle fait beaucoup pour qu'on essaye d'aller dans la même direction. Automatiquement, je vais me sentir encore plus engagé. Donc, ça va augmenter forcément le niveau d'engagement dans la relation de couple. La relation de couple, c'est une relation d'investissement. Chacun apporte du sien. Donc, quand on sent la paix, quand on sent la confiance, quand on sent la compréhension réciproque, on s'engage davantage. Et quand on s'engage davantage, on est aussi prêt à donner et à recevoir un soutien, n'est-ce pas? Quand on dit que les époux se doivent soutien mutuel, c'est vrai, c'est encore plus vrai quand on sent qu'il y a une transparence financière, quand il y a une certaine confiance. Et forcément, ça va renforcer en fait ce soutien réciproque-là. Et le cinquième point, il y a clairement un renforcement de la relation de couple. Vous savez, quand on construit petit à petit, on part au niveau individuel, on bâtit, on anticipe cette confiance-là, et on amène l'autre à s'engager davantage, à se donner davantage, on en sort tous les deux gagnants. Et on est fiers. Pourquoi? On est fiers à deux titres. Parce que dans la vie, on aura des challenges. On aura des challenges des challenges dont une bonne partie va être des challenges d'ordre financier. Quand on se met ensemble pour surmonter un challenge, on en sort encore plus fort. Pas seulement à cause du challenge, mais aussi par les personnes que nous sommes devenues sur le chemin. Le fait qu'on ait contribué ensemble à quelque chose, c'est très important. Et ça contribue à renforcer la relation de couple. Deuxièmement, quand on arrive à se fixer maintenant, au-delà des challenges, à se fixer des objectifs communs et de pouvoir travailler ensemble à les atteindre, on en sort également beaucoup plus renforcé. Même quand c'est des objectifs simplement positifs, vous dites, OK, on souhaite accomplir cela, ce n'est pas forcément un challenge, vous allez l'accomplir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous en sortez encore plus renforcé en termes de couple, n'est-ce pas? Donc voilà les avantages, en fait, les bénéfices de pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour pouvoir aller un peu plus dans cette direction-là, pour pouvoir renforcer cette communication ouverte, cette communication honnête dans le couple? Alors, on l'a dit au début, on part avec une personnalité différente et l'argent n'en fait pas exception. Il faut que j'apprenne à connaître quelles sont les tendances de l'autre en matière d'argent. Peut-être que le mari va être davantage dépensier, peut-être que c'est la femme qui sera davantage dépensière, peut-être que le mari ou la femme va être davantage économe. Et donc, il faut comprendre l'état d'esprit de ces personnes-là, connaître sa tendance et savoir que nous sommes une équipe. Dans une équipe, quand il faut le rôle de dépensier, là, on met celui-ci, mais en même temps derrière, on met telle personne qui a le rôle d'économe, qui va tenir un peu les cordons. Il faut qu'on se complète. Si vous donnez la bourse au dépensier de la famille, mais il va accélérer tout dépenser. Mais en même temps, si vous donnez tout à l'économe, on va bloquer, on ne va jamais investir le peu qu'on a, on n'ira jamais conquérir et avoir plus de richesse dans la famille. Donc, étant une équipe, il faut qu'on apprenne à se connaître,
connaître les tendances de l'autre et lui donner le rôle qu'il mérite dans l'équipe du couple qui va aller gagner la victoire sur les problèmes d'argent. Et deuxième point pour pouvoir renforcer ce climat-là, c'est de se parler régulièrement. Il faut qu'on se parle régulièrement sur des questions d'argent. Parfois, on se parle sur des questions d'argent simplement quand on veut demander ou quand on veut donner. Non, on peut avoir l'habitude de se parler, de comprendre comment je perçois l'argent, les challenges qu'on a et tout. Et de temps en temps, on s'arrête pour faire le bilan. Quelle a été notre cagnotte ce mois? Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Il faut qu'on prenne le temps d'en parler comme on parle d'autres problèmes de couple, n'est-ce pas? Et troisième point, il faut qu'on apprenne à se projeter davantage. Peut-être qu'on le fait, mais qu'on le fasse davantage. Qu'on se projette davantage sur des objectifs communs. Chaque fois que monsieur et madame sont assis pour se projeter sur un objectif commun, forcément, il va vous renforcer, il va vous rapprocher et renforcer la relation de couple. Donc, voilà quelques conseils que je pourrais donner et voilà, pour pouvoir le faire. Et il faut, en se projetant en termes d'objectifs communs, on va forcément se projeter et voir qu'il y a une contrainte financière. Ça me permet d'aborder le point suivant qui est d'apprendre à établir des objectifs financiers communs. Et à Dark Business Coaching, nous recommandons le modèle EDRA qui nous permet de définir sur la base de 4 axes principaux les objectifs financiers, notamment en termes d'épargne, en termes de dette que vous supportez ou pas, que vous voulez ou pas, en termes de revenus, en termes d'actifs. Donc, il est important de s'asseoir, monsieur et madame, de comprendre que quand vous savez où vous allez avec votre vie et que vous choisissez de définir des objectifs financiers qui vont accompagner ce projet de vie-là, en fait, surtout cela améliore beaucoup plus la communication financière au sein du couple. Voilà, donc ça c'est important qu'on puisse se projeter ensemble et qu'on puisse effectivement renforcer la relation. Quand vous voulez vous projeter en termes d'objectifs financiers, en fait, vous serez obligé de commencer par vous projeter en termes de vie, n'est-ce pas? J'aime bien le dire en formation et à mes clients même qui me voient. Très souvent, on essaie de gérer nos finances dans une direction et on essaie de gérer notre vie dans une autre direction. Il est important de comprendre que pour parler d'argent, il faut qu'on soit capable de dire notre vie, voici là où va notre vie, voici notre plan de vie, voici la façon dont nous gérons notre argent. Les deux doivent marcher côte à côte. Donc, quand je commence à m'intéresser aux objectifs financiers, cela va m'entraîner automatiquement à aller revoir les objectifs de vie que nous avons. Monsieur et madame, quels sont nos objectifs de vie ensemble? Et j'aime souvent dire, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises à mes clients, chaque fois que j'ai des clients qui me parlent de problèmes d'argent très sérieux, je vois beaucoup d'émotions, je dis en réalité qu'il ne s'agit pas vous n'avez pas de problème d'argent à la base. Les problèmes d'argent sont un symptôme d'un problème plus profond, un problème de mariage. Et les problèmes de mariage surviennent quand vous faites très peu de choses ensemble. Donc, au moment de se projeter ensemble, je vous encourage à révisiter et à vous poser la question, que faisons-nous régulièrement ensemble? Quelles sont les activités courantes que monsieur et madame programment pendant la semaine pour faire régulièrement? Est-ce que c'est aller faire du sport ensemble? Est-ce que c'est aller à l'église ensemble? Est-ce que c'est aller, je ne sais pas moi, pratiquer du sport ensemble? Est-ce que c'est aller au restaurant, planifier un restaurant en semaine ou des sorties ensemble? Il faut revisiter. Est-ce que c'est prier ensemble? Il faut revisiter pour voir les activités que vous pratiquez ensemble. Si vous êtes sincèrement honnête, vous allez vous rendre compte que si vous pratiquez très peu d'activités ensemble, ce sera peut-être aussi l'élément qui va vous éloigner petit à petit et vous allez vous étonner que les problèmes d'argent surgissent. Donc, si à l'opposé, on commence à dire qu'est-ce que nous faisons ensemble et on essaie de mettre davantage d'éléments. Je vous mets au challenge, essayez de remplir une liste de 10 choses que vous faites ensemble, monsieur et madame. Qu'est-ce que vous faites ensemble au moins une fois par mois? Après, qu'est-ce que vous faites? Au moins 5 choses que vous faites ensemble, au moins une fois par semaine. Peut-être que ça commencera à vous donner plus de clarté sur le rapprochement qui est attendu. Et alors, quand on parle de vision de vie, on parle seulement de finances, mais tout commence aussi par cette vision de vie-là. Et je vous encourage, en parlant de ce que vous faites ensemble, à vous projeter à long terme ou à moyen terme, si vous voulez. Projetez-vous dans 5 ans. Regardez à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez pas à vous chamailler, à vous disputer sur les problèmes d'argent. Si l'argent n'était pas une contrainte pour vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez votre vie? Essayez de voir la personne que vous allez devenir sur le chemin. Essayez de voir la famille que vous allez construire sur le chemin. Essayez de voir tout ce que vous allez transformer comme personne sur le chemin. Projetez-vous, asseyez-vous, parlez-en. Prenez 30 minutes, prenez 1 heure, prenez un week-end si vous voulez, mais projetez-vous d'abord. Ne ressassez pas simplement les challenges du quotidien, les problèmes d'argent du quotidien, le loyer qu'on a du mal à payer ce mois, les enfants, la scolarité qu'on a du mal à payer. Si on continue à regarder le passé, on ne va jamais envisager un avenir qui puisse être radieux. Je vous donne la permission
de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans, et de voir un avenir qui est meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, même si c'est bon aujourd'hui, je dis souvent que l'ennemi du mieux, c'est le bien. Même si c'est bien, aspirons à mieux. Et donc voilà pour ce point-là. Maintenant, de manière pratique, quels sont les outils qu'on pourrait partager avec vous pour vous aider à accélérer cette communication financière-là, pour qu'elle soit davantage efficace? Eh bien, pour beaucoup de couples, ça a commencé par des comptes communs. Oui, on me dit, monsieur et madame sont peut-être tous les deux salariés et chacun a son compte personnel dans lequel il reçoit son salaire, peu importe. Quand vous commencez à recevoir vos salaires, il est important à un moment donné d'avoir un compte commun dans lequel vous gérez les dépenses essentielles du couple. Alors, je ne dis pas forcément qu'il y a une seule façon de faire. Tout ce qu'il faut, c'est de voir quelle est la façon qui marche. Chez beaucoup de personnes, mettre au moins une bonne partie de leurs finances en commun a été la bonne façon. C'est vrai qu'il faut apprendre à se connaître, peut-être ne pas commencer tout de suite à l'extrême, peut-être commencer tout doucement et bâtir la confiance pour avancer, mais je vous dirais qu'avoir des comptes communs, même si vous avez des comptes séparés, essayez d'avoir un compte commun, monsieur ou madame, est un excellent début. Le deuxième point, c'est d'apprendre à faire ensemble un budget familial. Vous savez, en formation ou chez mes clients, je leur pose souvent la question, je me rends compte qu'on parle souvent de moi, et particulièrement pour nous, les Africains, chez les hommes, c'est un peu plus prononcé. Il faut qu'on ait le temps parfois de s'arrêter avec nos conjoints et de parler du budget familial. Budget familial veut dire qu'on parle de ressources familiales, les ressources de monsieur et de madame et des engagements familiaux, des dépenses de la famille, pas chacun de son côté. Qu'on essaye d'en parler, même si on ne va pas tout fusionner dans un seul compte, mais qu'on essaye de regarder ensemble le budget familial, c'est un élément. Et d'ailleurs, si vous allez sur www.stressfinancier.com/zenmoney, vous aurez l'occasion de télécharger et d'utiliser gratuitement le budget familial que nous mettons à votre disposition pour vous aider dans ce voyage-là, pour améliorer cette communication-là. Peut-être que vous n'avez pas les outils, allez-y, vous pouvez le télécharger. Nous mettrons le lien dans la description. Vous pouvez cliquer pour télécharger ou accéder à Daken Zenmoney et commencer à réaliser ensemble, monsieur et madame, votre budget familial. Le troisième point, le troisième outil pratique ou astuce pratique que je peux vous donner, c'est d'avoir des points financiers. Faites-vous le devoir de vous asseoir au moins une fois par mois et parfois, de temps en temps, quand vous avez des petites décisions importantes à prendre sur le plan financier, pour échanger. Certaines personnes le font de manière formelle, on met un ordre du jour, on va discuter de tel point. D'autres personnes le font de manière informelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a que des façons qui fonctionnent pour votre couple. Testez et après vous allez ajuster au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'on avait comme contribution aujourd'hui pour pouvoir vous aider à améliorer la communication financière au sein de votre couple et forcément aménager votre relation de couple. Pour terminer, je vais faire un petit récap rapide des points que nous avons abordés pendant cette journée. Nous avons vu que le sujet parler d'argent et surtout communiquer de manière transparente et ouverte en matière d'argent est un sujet qui peut entraîner beaucoup d'émotions et en réalité est la cause principale de très nombreux divorces. Deuxièmement, on a vu qu'il faut être capable de comprendre son propre mindset, comprendre que l'autre est différent de nous et qu'en sachant que le mindset peut être différent, je dois m'atteler à comprendre quelles sont les peurs, les frustrations et peut-être les besoins de l'autre. Quand il s'agit en matière d'argent, n'est-ce pas? En matière de stress financier, on n'est pas tous pareils. Il faut que j'essaie de comprendre les peurs, les frustrations et les besoins de l'autre et pour pouvoir l'intégrer dans la façon de communiquer effectivement. Le troisième point que nous avons vu, c'est aussi qu'au lieu d'attendre que les choses ne soient pas bonnes, on peut aussi commencer à anticiper. On peut choisir d'être proactif, d'anticiper et de mettre en place un climat qui nous permet de communiquer de manière efficace dans nos finances de couple. Donc voilà. Et notons que la confiance, parce que j'ai vu beaucoup de mes clients et beaucoup de personnes en formation me disent « Oui, mais c'est parce que vous ne savez pas exactement comment ma femme est. » Peu importe, je n'ai pas demandé de tout donner à la femme. Il faut qu'on sache qu'on va construire progressivement la confiance. En même temps, si vous savez que vous avez un partenaire de vie et que vous l'excluez totalement en supposant que vous êtes le seul à pouvoir trouver la solution, peut-être que vous allez aller vite, n'est-ce pas? Mais si vous voulez vraiment aller loin, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut avoir les deux conjoints ensemble. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir générer 1 million, 2 millions par mois, peut-être, alors que si vous étiez ensemble et que vous travaillez, peut-être dans 5 ans, vous allez générer 2 ou 3 fois plus que ce que vous allez faire. C'est ce qu'on appelle véritablement la synergie. Donc, se mettre ensemble, construire progressivement la confiance, c'est un élément à encourager.
Cinquièmement, pratiquez régulièrement des activités ensemble. Essayez de faire le point des activités que vous faites ensemble. C'est peut-être pas assez. Rajoutez des activités que vous ferez ensemble et vous allez davantage avoir l'occasion d'améliorer en fait le climat de communication, la qualité de la communication en matière d'argent. Apprendre à se projeter ensemble dans le futur. Ne pas seulement regarder les problèmes du passé, les problèmes d'argent qu'on a dans le passé. Il faut qu'on apprenne à se projeter sur le futur, de regarder la qualité de vie que nous voulons avoir, de se fixer des objectifs financiers en termes d'épargne, de dette, de revenus et d'actifs. Voilà. Alors, point suivant, il faut qu'on apprenne aussi, on l'a vu, à structurer les finances du couple et avoir l'occasion de faire un point régulier. Structurer les finances du couple veut dire comment est-ce qu'on choisit de les gérer. Est-ce que c'est des comptes séparés? Est-ce que c'est un compte commun au départ et des comptes séparés pour gérer les éléments accessoires? Peu importe. Mais dans tous les cas, il faut structurer le couple, il faut arriver à faire un budget familial, il faut avoir des outils de suivi. Et en mettant ces outils en place, peut-être que vous aurez besoin de vous faire accompagner. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Approchez-vous des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, qui peut-être vous pensez gèrent mieux leurs finances en couple. Approchez-vous des personnes qui sont aguerries, ou des mentors ou des personnes qui sont aguerries en matière de finances personnelles pour vous accompagner à créer ce climat de communication ouverte, de communication saine, de communication sereine en matière d'argent dans le couple. Voilà l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Je vous encourage à développer une communication ouverte et transparente en matière d'argent parce que forcément le seul bénéfice sera de renforcer votre relation de couple, d'avoir une plus grande stabilité financière et une plus grande stabilité dans votre couple tout simplement. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder. Et avant de partir, je voudrais annoncer le thème de l'épisode 13 qui va nous dire, si on a commencé à parler de mettre ensemble la communication, mettre ensemble tout ce que nous allons faire en couple, c'est en fait parce qu'on veut aller encore plus loin, n'est-ce pas? On veut être capable de passer et de penser à la prochaine génération. Et je voudrais pour l'épisode 13 parler avec vous les top 5 secrets des riches pour bâtir une richesse intergénérationnelle que les pauvres ignorent. Faites tout pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.